20h, présenté par Raphaël Kahn. La deuxième partie de notre débat consacrée ce soir encore à la situation au Mali avec la menace islamiste de plus en plus inquiétante. Gao, Tombouctou sont contrôlés par le mouvement Ansar-Dine, pardonnez-moi, et AQMI. Alors comment faire aujourd'hui pour repousser ces islamistes? Quels sont les risques pour la sous-région? Eh bien on en parle avec nos invités. Je vous les représente très brièvement. Moussa Agassarit, qui est le porte-parole du MLNA, qui est la rébellion Touareg. Abdoulaye Tamboura, qui est chercheur, originaire du Nord Mali, qui termine une thèse sur le conflit Touareg. Bakary Sambé, qui est chercheur à la Fondation européenne pour la démocratie, spécialiste du militantisme islamique en Afrique et des réseaux transnationaux dans la région du Sahel, et Denaïg Ledu, qui est grand reporter à la rédaction de RFI et de France 24. On prend donc ce débat consacré ce soir au Mali avec cette question, Bakary Sambé: est-ce que les islamistes pourraient maintenant se saisir de la ville de Mopti, ensuite aller sur Bamako? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Alors, qui s'emparent de la capitale. Penser que ces islamistes qui sont au nord du Mali peuvent arriver à Bamako, c'est vraiment méconnaître le territoire, l'étendue du territoire malien, et puis tous les risques de perdre leur position en voulant s'avancer à Bamako, tout en étant sûr que leur aventure sera infructueuse. Donc le Mali, une république islamique, c'est pas pour demain? Je ne le crois pas, mais là où je voudrais en venir, c'est certainement ces idées salafistes qui aujourd'hui se développent dans le nord du Mali, et ces idées même wahhabites, ces idées-là sont déjà présentées à Bamako. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire ces idées, vous voulez dire, sont déjà présentes à Bamako? Mais effectivement, vous n'avez pas suivi tout le débat sur le code de la famille au Mali. Rappelez-nous, etc., avec le Haut Conseil islamique. Et pendant ce temps-là, je me souviens très bien, le président Amadou Touane Touré n'a pas joué un jeu clair. Quand les islamistes se sont emparés du stade de Bamako pour faire leur congrès, pour rejeter le code de la famille aux grands dents de toutes les organisations de la société civile malienne. C'est-à-dire que ce qui est arrivé au Mali aujourd'hui, c'est que ces wahhabites, sous l'emprise de l'Arabie saoudite et d'autres universités du monde arabe, sont arrivés quand même à éliminer de la société malienne, en tout cas tous les cadres de socialisation non religieuse, et que les organisations religieuses ont pris aujourd'hui en main tout le travail social de solidarité que l'État malien n'arrive pas à réaliser. Ça, c'est un phénomène très important. C'est souvent le cas de souvent des mouvements islamistes. Je pense notamment au Hamas dans la bande de Gaza. La plupart des mouvements islamistes ou les frères musulmans en Égypte, qui ont un rôle social qui est très, très important, Moussa Agassarit. Moi, je voudrais quand même dire que il ne faut pas, je ne crois pas qu'il faille encore continuer à parler d'islamistes ayant pris Gao, Tombouctou. Dans ce cas, le MNLA, il fait quoi? Nous sommes une armée, nous sommes organisés. L'objectif, c'est l'indépendance du territoire. Ce n'est pas seulement l'indépendance du territoire, c'est l'indépendance de tout un peuple qui, au bout de 50 ans, a décidé de prendre son destin en main, avec toutes ses composantes. Et jusqu'à présent, depuis le début, nous n'avons pas un civil qui a été volontairement, je dis bien volontairement, tué par le MNLA. Donc nous avons mené les choses comme ils se doivent, mais aujourd'hui, la présence seulement de quelques islamistes, comme on dit, veut dire que les villes... Quand j'entends Bakary Sambé, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a que quelques islamistes. Qu'il y a une islamisation quand même de la société qui paraît, enfin à vous entendre en tout cas, qui paraît... Le Mali n'a pas attendu, l'Azawad n'a pas attendu l'arrivée d'islamistes, d'Al-Qaïda ou d'autres pour être musulmans. Nous sommes musulmans avant, nous avons une religion, nous avons une pratique religieuse modérée. Et nous ne comptons pas, je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain, les femmes vont se voiler. Je ne vois pas comment ça peut arriver du jour au lendemain. Mais cela n'empêche pas que les islamistes, s'ils veulent rentrer dans la légalité, ils peuvent présenter leurs projets politiques. Et c'est aux Maliens et aux Azawadiens de décider. De choisir. Oui, justement, pour aborder cette question sur le poids de l'islam dans la société malienne, c'est que quand vous partez au sud, c'est que l'influence de l'islam sur le soufisme, maintenant, depuis les années 90, on a commencé à avoir une autre forme d'islam plus radicale, notamment à travers
les prêcheurs pakistanais qui sont arrivés au Mali à travers la secte Dawa. La secte Dawa, c'est une secte qui est née au XXe siècle, au début du XXe siècle en Inde. Et cette même secte est liée à Lashkar el-Taiba. Lashkar el-Taiba est au Pakistan. C'est au Pakistan, est considéré comme un mouvement terroriste par les Américains. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas parler aujourd'hui au sud du Mali de l'islam salafiste, mais au nord du Mali, quand même, la secte Dawa a eu à faire du prosélytisme. Donaïg Ledu, est-ce qu'il y a une responsabilité, parce qu'il le sous-entend, enfin il n'a pas sous-entendu, il a dit même très clairement, Bakary Sambé, est-ce qu'il y a une responsabilité de l'ancien président ATT Amadou Toumani Touré dans ce qui se passe? On sait que les relations notamment avec la France étaient relativement tendues, la France qui estimait, Paris, eh bien, que ATT ne luttait pas suffisamment contre AQMI, contre le terrorisme. Est-ce qu'il y a une responsabilité d'ATT dans ce qui se passe aujourd'hui? De facto, hein, si on parle là, et stricto sensu, d'AQMI, parce que je crois qu'il faut faire attention de pas mélanger les mouvements terroristes et puis les mouvements qui peuvent être religieux très rigoureux. Hein. Là, on parle de terrorisme, on parle d'AQMI. AQMI, c'est du terrorisme, c'est des otages, c'est du trafic de drogue, c'est du trafic d'êtres humains, c'est tout ça. Ces gens-là sont arrivés il y a une dizaine d'années dans le nord du Mali, où ils ont trouvé une espèce de sanctuaire, un refuge. Ils n'étaient pas nombreux quand ils sont arrivés. 10 ans plus tard, ils sont toujours là. Ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, responsabilité ou pas du pouvoir malien qui vient d'être déposé, du pouvoir d'Amadou Toumani Touré, on ne peut que constater les choses. C'est que personne n'est allé les chercher, ces gens-là, pendant 10 ans dans le nord du Mali. Moi, je vais aller plus loin. Parce que aujourd'hui, nous avons des preuves, des gens qui témoignent, des gens qui ont été sous le régime d'Amadou Toumani Touré, de complicité avérée, de laxisme à l'égard d'AQMI, qui a abandonné, donc les autorités du Mali ont abandonné l'Azawad aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, en prenant en otage non seulement la population qui s'y trouve, mais aussi en prenant d'autres otages et en faisant du business avec les rançons qui alimentaient à la fois Bamako, les intermédiaires, mais aussi les islamistes qui parvenaient à financer ce que l'État ne finance pas. Un business dont on a aussi accusé les Touaregs qui participent à des enlèvements et revendre ensuite leurs otages à AQMI. On ne peut pas dire que ce sont des Touaregs. Il peut y avoir certains Touaregs, mais il peut y avoir aussi des Arabes, il peut y avoir aussi des Songos, il peut y avoir aussi des Peuls. Ce n'est pas un cachet qui est uniquement Touareg. J'aimerais bien, s'il vous plaît, qu'on évite quand même de faire des amalgames, parce que le Mali, en 1963, 1990, 2006, nous a toujours battus avec le bâton de rébellion Touareg. 2012, ce n'est plus une rébellion Touareg, c'est une révolution populaire. Abdoulaye Tamboura, très rapidement, parce que je voudrais qu'on parle aussi de la suite et notamment de ce texte qui a été adopté ce soir à l'ONU. Et je voudrais, Moussa Azari, que vous y réagissiez, évidemment. Oui, je disais que concernant la connexion ou l'interconnexion entre les Touaregs et AQMI, c'est vrai, il y a certains qui étaient dans la même mouvance que AQMI parce que l'État était absent, la faiblesse du pouvoir. Donc, cela n'explique pas, parce que même les populations Touareg, avec qui j'ai beaucoup bavardé, n'adhèrent pas à l'idéologie d'AQMI. C'est ça les paradoxes. Donc, certes, aujourd'hui, il y a Darali qui était ancien diplomate et qui, du jour au lendemain, qui s'est reconverti dans le radicalisme. Sa position, quand même, est étonnante pour quelqu'un, quand même, qui a toujours combattu le pouvoir central, qui a toujours défendu la cause des Touaregs et qui se met aujourd'hui contre les Touaregs pour défendre une autre idéologie. C'est quand même étonnant. Alors que faire pour lutter contre les islamistes dans le nord, pour peut-être lutter contre la rébellion Touareg, parce que ça pose aujourd'hui un problème à la communauté internationale et notamment à la sous-région, à la CEDEAO. Je vous propose ensuite d'écouter le président ivoirien Alassane Ouattara, qui est également en ce moment le président en exercice de la CEDEAO. C'était dimanche à Abidjan. Nous avons décidé de la mise en place immédiate de la force d'attente de la CEDEAO en demandant au comité des chefs d'état-major de se réunir dès cette semaine à Abidjan pour donc voir les modalités
d'activation de l'activation de la force d'attente. Moussag Assarid, deux questions. La première, une première réaction donc, à ce texte qui a été adopté aujourd'hui à l'ONU par les 15 membres du Conseil de sécurité qui demandent la fin des violences dans le Nord, que la rébellion Touareg cesse les hostilités. Qu'est-ce que vous répondez à la communauté internationale? Nous, depuis dimanche, après la prise de Tombouctou, les violences pour nous sont terminées à l'égard de l'armée malienne. Les seules violences qui restent, c'est la sécurisation du territoire. C'est contre, par exemple, les terroristes d'Al-Qaïda et tous ceux qui ont des armes et qui refusent de les déposer. Sinon, pour nous, territorialement, nous sommes arrivés au bout de la conquête territoriale. Maintenant, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce texte qui vient d'être adopté à l'ONU. Je voudrais dire que nous avons un combat légitime que nous sommes en train de mener. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous savons ce que nous faisons. C'est tout un peuple, c'est beaucoup de gens qui ont décidé enfin d'arriver à la liberté pour vivre dignement sur le territoire de nos ancêtres. Nous sommes prêts à discuter, à dialoguer avec quiconque. Seulement, nous ne pouvons pas admettre que des gens de l'étranger, des militaires étrangers au Mali et à l'Azawad viennent sur le territoire pour combattre ce qu'on appelle encore rébellion Touareg. Alors justement, la CEDEAO se réunit ce jeudi, en tout cas les chefs d'état-major de la CEDEAO. Le président Ouattara a dit que 2000 hommes étaient prêts à intervenir. Qu'est-ce que vous allez faire si demain il y a une intervention de la CEDEAO? Et je poserai la question à Donaïg Ledu. Cette intervention ne sera peut-être pas pour demain matin, ça peut-être prendre un peu de temps. Mais tout d'abord, vous, comment vous allez faire? J'ai entendu un porte-parole du MNLA sur une radio française ce matin qui appelait à une coalition de tous les mouvements Touareg pour lutter éventuellement contre une intervention de la CEDEAO. Moi, je vais d'abord poser quelques questions à la CEDEAO et à l'Union africaine. Où était-elle lorsque il y avait une rébellion en Côte d'Ivoire? Où était l'Union africaine et la CEDEAO lorsqu'il y avait une révolution en Libye? Où étaient ces organisations-là lorsque, en 1963, 1990, 2016, nous étions face au Mali qui a massacré des milliers de civils. Et il y a eu aussi des sécheresses, 1973, 1984, 2010. Nous n'avons pas vu ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni d'ailleurs... Donc vous trouvez qu'elle n'a pas de légitimité, la CEDEAO, pour intervenir dans ce conflit, à vous entendre? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? D'ailleurs, juste pour terminer, je voudrais dire que moi, je ne veux pas appeler la communauté Touareg, la communauté berbère, à venir à notre secours parce que ce n'est pas fait encore. Mais malheureusement, si jamais il y a des soldats africains qui vont débarquer sur le territoire de l'Azawad et du Mali, ce serait de facto l'appel à l'union des Touaregs et des Berbères. Malheureusement, c'est là qu'il y aura l'embrasement de la sous-région, mais aussi de la région. Et ça, c'est dommage. Alors d'ailleurs, si on peut voir une carte, si c'est possible, aussi de cette rébellion Touareg et montrer aux téléspectateurs qu'elle n'est pas uniquement présente sur le territoire malien, mais également au Niger, mais également en Algérie ou encore en Mauritanie. Je vous voyais pas acquiescer, Donaïg Ledu, à ce que disait Moussag Assarig. Oui, plusieurs choses. D'abord, effectivement, une force de la CEDEAO, ça mettra beaucoup de temps à se déployer. Puis ensuite, il faut connaître le terrain un petit peu quand même. Là, on est dans le Sahara. On n'est pas dans des terrains que les soldats des pays voisins, à part les Nigériens, connaissent. Donc c'est compliqué. Puis je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais quel gâchis. Il y a eu des rébellions Touareg pendant 20 ans. Il y a eu des programmes de reconstruction qui ont été mal faits, faits de travers, pas faits comme il aurait fallu. Tout ça s'inscrit aussi peut-être, pour les gens qui ne connaissent pas bien la région, dans un contexte où on est dans un contexte de désertification sur les 30-40 dernières années très importante, donc de modes de vie de nomadisme qui est menacé, de modes de vie qui sont menacés. Et vous parliez tout à l'heure, monsieur, des
collusions en fait entre Al-Qaïda et les Touaregs, etc. Il y a forcément aussi une réalité économique qui est là et qui, à mon sens, domine tout. Et il y a un jour où il faut manger, on va se tourner vers les gens qui vous donnent à manger et qui vous nourrissent. Et là, les islamistes peuvent jouer leurs cartes. On dit d'ailleurs qu'ils ont commencé à distribuer de la nourriture à Gao, à Tombouctou. Ils ont pu jouer leurs cartes au cours des années passées. Et effectivement, bien sûr, c'est une réalité, ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Mais je vois pas de quelle manière un embrasement de la sous-région pourrait résoudre quelques problèmes que ce soit. Rappelons aussi, parce qu'on le dit pas assez, qu'on est dans un contexte de crise alimentaire extrêmement aiguë dans toute cette région du Sahel cette année. Le Niger aussi qui est très menacé en ce moment. Et le Niger aussi qui est très menacé. Et voilà, et tout ça vient se suraccumuler pour créer cette espèce de scénario dans lequel on est aujourd'hui qui est un cauchemar.